C'était une journée très riche. On se sent tous un peu fatigués, je pense, mais c'est une fatigue, une bonne fatigue. Alors, ce que je vais dire ne porte pas directement sur Paul Ricoeur. Vous allez voir, Ricoeur ne viendra que tard dans mon propos. Je vais parler surtout de la clause de conscience, et le lien avec Paul Ricoeur vient du fait que c'est lui qui a préfacé ce rapport d'Amnesty International qui s'appelle Médecins tortionnaires, médecins résistants, et qui a été publié en 1989. Donc moi je vais parler de la clause de conscience et du médecin donc face à cette possible objection de conscience. Alors d'abord deux remarques introductives sur cette clause de conscience. On peut dire que le débat sur la clause de conscience s'est transformé. Au Congrès international de l'Ordre national des médecins, congrès de morale médicale, comme il était convenu de l'appeler, en 1955, une contribution s'intitulait « Du conflit entre la loi et la conscience professionnelle du médecin ». Contribution faite par une certaine Madame Lagroua Veil-Allais, où cette médecin défend le droit pour les médecins de prescrire des anticonceptionnels malgré l'interdiction de l'État au nom d'une politique nataliste et de pression religieuse. Et cette médecin cite le cas d'une certaine Madame G, dont le mari est alcoolique et qui ne souhaite pas donner naissance à de nouveaux enfants, et donc plaide pour la prescription contre la loi de contraceptifs. On voit bien par cet exemple l'autonomie du patient s'exerçait ici à travers le choix du médecin, et selon l'expression de Louis Porte, président du Conseil national de l'ordre à cette époque, le colloque singulier consistait en une confiance rejoignant une conscience, comme si le patient et son médecin finalement ne formaient qu'une entité qui devait faire prévaloir son autonomie face à des pressions extérieures, pression de l'État, pression religieuse. Alors le changement que j'identifie par rapport à aujourd'hui, c'est que si la clause de conscience est revendiquée aujourd'hui, elle apparaît plutôt sous la forme d'un conflit de valeurs entre le médecin et le patient qui ne forme plus une entité indissociable. C'est le cas dans les exemples de l'avortement, de l'arrêt de traitement, de l'assistance médicale à la procréation. Donc première remarque. Deuxième remarque, aujourd'hui, c'est au nom de la liberté de conscience, donc liberté religieuse, liberté d'exprimer ses opinions, liberté de culte, que la clause de conscience des médecins est souvent justifiée. Et plus précisément, ce qui est en jeu à travers cette liberté de conscience, c'est l'intégrité morale des citoyens que sont les médecins, c'est-à-dire la cohérence entre leurs actes et leurs valeurs morales sincères et profondes, pour reprendre l'expression de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la clause de conscience serait finalement nécessaire lorsque les actes de soins engagent des valeurs morales dites profondes des citoyens et lorsque les valeurs morales du médecin s'opposent donc à la réalisation de ces actes. En l'occurrence, l'avortement, la recherche sur les embryons, les décisions d'arrêt de traitement peuvent conduire certains professionnels à un tiraillement entre leurs valeurs morales et des actes qu'ils vivraient comme une atteinte à ce système de valeurs. Pour rappeler tout à fait le cadre législatif, aucun médecin n'est tenu de pratiquer des soins. Tout médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, pourvu que ces raisons personnelles ne prévalent pas sur l'intérêt supérieur du patient. Donc, en cas d'urgence, par exemple, la clause de conscience ne doit pas s'exercer. Et un article du Code de la santé publique nous dit que, hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Alors, ce que je vais essayer de défendre ici, c'est que cette justification de la clause de conscience ne suffit pas. C'est-à-dire que l'invocation de la liberté de conscience à travers l'intégrité morale est certes nécessaire, mais elle ne suffit pas à justifier la clause de conscience. On ne peut pas établir de lien automatique entre les deux, et pourtant c'est ce qui est toujours fait.
Alors, premier point, pourquoi la liberté de conscience est insuffisante? J'aurais 3 arguments à objecter. La première, c'est que, évidemment, nous avons tous des valeurs morales. Et donc, pour accorder des clauses de conscience aux médecins, il faudrait choisir entre des opinions qui soient acceptables, sincères, raisonnables, pour se soustraire à la décision démocratique, et celles qui ne sont pas raisonnables. Et donc, il faudrait aussi faire le tri entre des opinions de mauvaise foi ou des opinions de bonne foi, puisque je crois que c'est le Conseil national de l'ordre nous dit que leur objection est fondée en conscience ou sur des croyances religieuses, et leur refus doit être donné en toute bonne foi. Donc, qui est juge de cette bonne foi? Nous n'avons pas de détecteur de bonne foi. Qui est juge du caractère raisonnable d'une opinion? Voilà. Donc, et pour ce qui est, si on déplace le débat vers les citoyens, que dirait-on d'un citoyen qui refuserait de se vacciner au nom de la clause de conscience? Vous voyez que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, l'attribution de la clause de conscience s'expose à l'arbitraire, à la multiplication des revendications, là où pourtant un débat démocratique a dû permettre de parvenir à une sorte de consensus sur les actes médicaux acceptables dans une société. Deuxième argument, l'invocation par un médecin d'une liberté de conscience pour justifier cette clause de conscience semble incompatible avec certains principes constitutifs du soin, notamment l'équité dans l'accès aux soins, et d'autre part le principe d'autonomie, entendu au sens de Kant, c'est-à-dire comme respect de la dignité humaine, comme respect de la capacité de l'homme à se considérer lui-même comme sa propre fin. L'idée que je veux défendre, c'est que la clause de conscience avalise l'idée qu'en dernier recours, finalement, pour les questions vraiment importantes qui touchent à la vie humaine, le médecin aurait une sorte de préséance morale sur son patient. Alors que il me semble que le médecin doit plutôt se tenir dans une position de respect à l'égard des choix du patient et tenir autant que possible ses propres conceptions du bien, ses propres sentiments, hors de la relation de soins. Autrement dit, le médecin doit imposer à sa conscience le silence, ce qui n'implique pas du tout une sorte de neutralité indifférente, mais cela peut être une neutralité concernée, une neutralité bienveillante. Mais à mon avis, le principe d'autonomie est un principe qui doit être quand même réaffirmé dans ces situations. Troisième objection, à mon avis la plus massive et qui nous permet vraiment d'entrer dans le cœur du sujet, les actes considérés comme des actes de soins, comme des actes médicaux, font l'objet d'un consensus démocratique. Et en ce sens, l'invocation d'une clause de conscience peut révéler un échec du processus démocratique, une incapacité des citoyens à parvenir à un consensus et à le maintenir. Et la clause de conscience, lorsqu'elle découle ainsi de la liberté de conscience, c'est-à-dire de la simple invocation d'une opinion contraire, d'une valeur individuelle, semble procéder ainsi d'une vision communautarienne du consensus démocratique, c'est-à-dire de l'idée que finalement on ne parviendra jamais à un consensus sur des valeurs communes, il y aura toujours des opinions majoritaires, des opinions minoritaires, et que plutôt que de chercher en vain un accord, on va reconnaître certaines conceptions du bien, reconnaître des exemptions à l'égalité de tous devant la loi, en permettant à certains citoyens, au nom de leur conscience, de bénéficier d'un traitement d'exception. C'est la position qu'avait défendue le philosophe canadien Charles Taylor, notamment quand il parlait des enfants anglophones au Québec qui devaient, selon lui, avoir le droit d'aller dans des écoles anglophones. Le problème de ce type d'argumentation, c'est finalement une forme d'essentialisation, c'est-à-dire on réduit l'individu à sa culture, à ses valeurs, à ses croyances, comme si, d'une certaine façon, il était entièrement déterminé par elles. Et on nie cette dignité de l'être humain dont je parlais tout à l'heure. Alors, on a deux options, finalement, en philosophie politique pour contester ce communautarisme.
Si je simplifie peut-être un peu trop les choses, mais c'est volontairement schématique. Premièrement, une option républicaine qui consiste à dire, dans cet affrontement des consciences, dans cet affrontement des visions du monde, il faut à tout prix chercher un accord, une convergence, quitte à ce qu'une conception du bien prime sur une autre. Et c'est ce qu'on pourrait dire de l'inspiration de Jean-Jacques Rousseau, avec cette critique qui lui est souvent faite par le concept de volonté générale, d'homogénéiser les différences entre les conceptions du bien et de forcer, d'une certaine façon, un consensus sur le bien. Dans cette perspective, on voit bien que la clause de conscience n'a pas du tout lieu d'être, puisqu'elle est le cheval de Troie, finalement, des intérêts particuliers contre la volonté générale qui doit primer. Et il y a dans le contrat social de Rousseau cette figure du législateur qui a pour mission d'éclairer le peuple et de lui faire parvenir, de le faire coïncider avec une volonté commune, une volonté générale. Le problème de cette conception, c'est un peu le même que celui du communautarisme. Finalement, on tend à considérer le bien commun comme un bien vers lequel tous doivent tendre, avec ce risque important qui est celui de la tyrannie de la majorité, qui a souvent été dénoncé par des auteurs libéraux, par exemple Tocqueville ou John Stuart Mill, qui voyaient dans le régime démocratique finalement l'avènement d'une nouvelle forme de tyrannie, une tyrannie sociale propre à la démocratie, par laquelle finalement, qui est en fait du formatage, c'est-à-dire que les individualités se conforment toutes à un modèle préétabli, au modèle d'une culture dominante, de sorte que l'esprit critique est étouffé. Ce que nous dit Mill, par exemple, c'est que une société bonne, pour qu'une société soit moralement bonne, il faut qu'elle laisse place à la possibilité du débat, de la contestation et à la diversité des opinions. Donc un débat sans cesse en mouvement. Alors, ce qu'on peut opposer à cette option, à ces deux options, donc communautarienne et républicaine, c'est enfin l'option libérale, au sens du libéralisme politique, qui consiste à dire il y a une irréductibilité des conflits et des visions du monde, certes, mais bien qu'il y ait ces différences, nous pouvons parvenir à un socle commun, à des arrangements communs, qui parviennent à concilier la diversité des points de vue, non pas du tout autour d'une vision du bien particulière, mais autour du juste. C'est ce que l'auteur John Rawls a appelé la priorité du juste sur le bien. Il s'agit de garantir donc la cohabitation de valeurs particulières par donc des institutions justes. Alors, pour revenir à la clause de conscience, il me semble que ce positionnement a deux implications. Une première sur le médecin et une seconde sur la médecine et sur ce qu'est un acte médical. La première, c'est que le médecin doit s'astreindre, je l'ai déjà dit, autant que possible à un devoir de discrétion vis-à-vis des options, des conceptions du bien du patient. Il ne doit pas préjuger dans sa pratique des choix, des préférences de son patient. On peut parler de neutralité, mais peu importe les mots. En tout cas, l'important, c'est que, à mon avis, il ne s'agit pas d'indifférence, mais au contraire de sollicitude, précisément, puisqu'il s'agit d'accueillir l'autre dans ce qu'il a de différent, de se rendre disponible à des valeurs contraires. Donc, premier point, il y a ce devoir de discrétion ou de neutralité, peu importe les mots, du médecin. D'un autre côté, le libéralisme politique, à mon avis, théorie politique dominante aujourd'hui, signifie aussi que la médecine reste neutre dans son périmètre d'intervention. Autrement dit, elle ne doit pas avoir pour finalité directe et première le bonheur de l'individu ou le bonheur de la société, le bien-être social, puisque sa vocation est d'abord le soin de la personne en réponse à ce qui est considéré comme un besoin, un appel, quelque chose en tout cas d'universel. Pour le dire autrement, la médecine doit veiller à soigner, c'est-à-dire à satisfaire des besoins considérés comme la condition du bien vivre, et
elle ne doit pas chercher, en tout cas, à assouvir des désirs particuliers. Pour en venir maintenant à la clause de conscience, et vous allez voir bientôt, Paul Ricoeur va arriver, c'est précisément lorsqu'il est demandé au médecin de rendre heureux, d'être finalement l'instrument mandaté au service de fins strictement extérieures à la vocation du soin, qu'à mon avis, la clause de conscience s'impose. Donc voilà, à mon avis, la condition qui permet de justifier la clause de conscience, c'est pas du tout la liberté de conscience, mais précisément lorsque la médecine est convoquée finalement indépendamment de sa vocation première. Lorsque la médecine est réduite, pour le dire selon les termes de Paul Ricoeur, qui préface donc ce rapport, lorsque la médecine est réduite à une technique objectivante, et je cite Paul Ricoeur, dissociée d'une éthique de la sollicitude, attentive à la souffrance d'autrui et respectueuse du droit à la vie et aux soins du malade en tant que personne. La médecine, dit encore Ricoeur, se situe toujours sur une ligne de crête. Elle est une profession à risque dans la mesure où la mise en œuvre du serment d'Hippocrate, qui voue le médecin et le personnel médical aux seuls soins de la vie et de la santé du patient, passe nécessairement par des techniques objectivantes, lesquelles confèrent aux professions de santé un pouvoir sur le corps d'autrui, paradoxalement dérivé du souci même de faire vivre et de soigner. Donc il y a cette contradiction inhérente aux soins, contradiction entre le moyen et la fin. Le moyen, donc ces techniques objectivantes qui conduisent la médecine à réifier le patient, mais ces moyens ne doivent pas faire perdre de vue la fin de la médecine. Autrement, on ouvre la porte à l'exercice d'un pouvoir, d'une violence de la médecine, donc au meurtre, à l'instrumentalisation, à l'acharnement de la technique, etc. La médecine, dit Ricoeur, risque toujours de dériver vers des finalités autres que la finalité du soin. Et c'est précisément dans ces situations, et là c'est plutôt moi qui le dis, c'est plus du tout Ricoeur, lorsque le médecin est confronté à des désirs particuliers qui veulent le détourner de sa vocation première, lorsqu'il est convoqué, pour reprendre l'expression de Claire Marin, comme un prestataire de service, que la liberté de conscience doit pouvoir s'exercer. Voilà. Maintenant, quelques exemples de ces finalités finalement extra-sanitaires, quelques exemples évidents. Par exemple, lorsqu'il est demandé au médecin d'améliorer des capacités physiques. Ça peut être un premier exemple de finalité qui n'est pas le soin. Si demain il est demandé au médecin de prescrire des neurostimulants, alors peut-être le médecin devrait pouvoir refuser, au nom de sa conscience, à moins de considérer, et là ce serait un vrai débat, que ces neurostimulants fassent partie des soins, et des soins notamment remboursés par la sécurité sociale. Dans le cas des arrêts de soins, il y a peut-être aussi une clause de conscience à pouvoir faire valoir. Dans le cas maintenant des pratiques qui visent à améliorer le bien-être social, la sécurité de la population, donc j'en viens à ce rapport d'Amnesty International qui cite plusieurs cas où les médecins ont œuvré pour faciliter la torture, pour faciliter la mise à mort d'individus. Donc là, il y a vraiment une dérive face à laquelle il doit y avoir une possibilité de clause de conscience. Voilà. Pour finir avec la clause de conscience, il y a donc cette frontière, à mon avis, assez fragile entre le soin et ce qui n'est pas lui. La question est de savoir qui garde cette frontière. Est-ce que cette frontière est médicale? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce qui distingue le soin et ce qui ne l'est pas enfin, ce critère, est-ce qu'il peut être trouvé dans le corps humain? On aurait une réponse naturaliste à la question de ce qui est le soin et de ce qui ne l'est pas. À mon avis, c'est une réponse
contestable, d'abord parce que la définition des maladies change à travers l'histoire, et d'autre part parce que le soin s'exerce bien au-delà de la maladie, bien au-delà du dysfonctionnement du cœur. Donc la seule réponse que l'on peut avoir sur le critère de cette ligne de démarcation entre le soin et ce qui n'est pas lui, c'est finalement l'éthique. C'est l'éthique qui veille à cette frontière et qui veille de manière évidemment sceptique et toujours ouverte. Donc pour conclure, enfin, la liberté de conscience, la clause de conscience ne peut pas être invoquée dans tous les cas, et la liberté de conscience ne suffit pas à la justifier, mais ce qui suffit à la justifier, je pense, c'est la vocation de la médecine, qui est le soin, et non pas le bonheur de la société, ni le bien-être individuel, c'est-à-dire la réponse à des désirs purement individuels. Je vous remercie.